Bonjour et bienvenue sur le plateau télévisé du Parlement européen où nous réalisons en direct cette deuxième émission de Sport Corner qui est organisée par le think tank européen Sport et Citoyenneté, qui est un think tank qui agite des idées dans le sport, qui essaye de mettre en relation des sportifs de haut niveau, des hommes et des femmes politiques pour débattre en profondeur de problèmes de société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir une championne de judo, Charline Van Snick. Vous êtes belge, vous allez vous présenter, et Jean-Luc Benamias, qui est un député européen, français. Je voudrais, l'un et l'autre, vous faire réagir sur l'actualité. Nous avons vu des images un peu choquantes des supporters de Paris Saint-Germain sur toutes les télévisions du monde, qui ont saccagé la ville de Paris après avoir essayé de fêter un titre. Monsieur le député, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Que la connerie est humaine, malheureusement, et qu'on a échappé au pire, même si les images sont absolument terrifiantes, parce que attaque de touristes, attaque de cars de touristes, enfin tout ça est absolument pénible. Mais il y avait un échafaudage. Et on a tous le souvenir de Furiani, c'est ce match de foot qui s'était terminé en drame total, avec plusieurs dizaines de morts et de blessés extrêmement graves. Et avoir laissé que la préfecture de Paris, enfin l'État français, et de laisser cette fête normalement se dérouler alors qu'il y avait un échafaudage absolument énorme qui aurait pu se casser la figure, et ça aurait pu être voilà, beaucoup plus grave. Voilà, je le répète, dans ce genre de festivités, il peut arriver ce genre de choses. On peut les éviter si on fait gaffe à ce que les cons soient contrôlés. Ouais. Charline, on peut imaginer que dans le judo, vous êtes épargné par tous ces phénomènes de violence? Oui, effectivement, on a un code moral très très strict et qui est également ressenti chez les supporters. Parce que les supporters en général, ils ont pratiqué aussi le judo et ils ont été soumis à ce code moral. Et donc c'est très rare qu'on ait des débordements pareils. On va entendre les supporters réagir, mais jamais venir même envahir le tatami ou avoir des excès de ce qu'on peut voir par exemple en football. Est-ce que vraiment là, on n'est pas sur des problèmes profonds à travers cet incident malheureux sur ce que le sport, en revanche, pourrait apporter en matière d'intégration, d'éducation et de lutte contre le racisme? Est-ce qu'on n'a pas eu un raccourci à l'envers de tout ça, monsieur le député? J'ai jamais cru tellement que... Je ne pense pas que le foot professionnel, dans ce qu'il est aujourd'hui, soit le porteur de larges valeurs humanistes, de larges valeurs d'autorité, de morale, d'éthique. D'autres sports, il n'y a pas que le judo, heureusement, mais je pense à des sports comme le canoë-kayak ou d'autres sports qui sont vraiment, que clairement, on est dans quelque chose de... Voilà, en plus, ça ne rapporte pas les gains qui sont générés par ce genre de sport de haut niveau, ne sont pas gigantesques. Voilà, et donc là, je crois qu'il y a un décalage complet aujourd'hui avec le sport de haut niveau. Maintenant, sur le football, on a vu de nombreux titres ont été fêtés en Angleterre, avec Manchester. C'était nettement plus pacifique. Sympathique. Ça n'a pas toujours été. Non, c'est vrai. Non plus. Donc voilà. Après, je vous dis, c'est pas que parce qu'il y a quelques cons, je répète, qui font les idiots et qui dépassent l'entendement, que l'ensemble des supporters sont à mettre en cause. D'après vous, Charline, est-ce que les institutions politiques, on va le voir, mais les institutions sportives doivent être quelque part un élément de réponse à ces besoins d'intégration sociale, d'éducation par le sport et de lutte contre le racisme? Et comment une fédération, par exemple dans le judo belge, peut intervenir dans ces trois domaines-là? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le sport a un très grand rôle à jouer sur l'intégration. Et je pense qu'il y a une très grande partie de l'éducation aussi qui doit être prise en compte par le sport. Et ça doit commencer très jeune, dès le plus jeune âge. Quand un enfant il va s'inscrire dans un club, quel que soit le sport, ça commence vraiment par l'enseignant, donc le coach, l'entraîneur, qui lui va devoir véhiculer certaines valeurs et mettre les limites. Donc par exemple, quand on va voir un match de foot et qu'on voit déjà les parents sur le bord du terrain qui commencent à insulter l'arbitre ou à remettre en cause les décisions, dans d'autres sports, maintenant il n'y a pas que le foot, il ne faut pas faire une exception par rapport à ça, mais dans d'autres sports, il y a un plus grand écart, les parents vont rester plus à leur place et voilà, quand l'arbitre prend une décision, il faut savoir la respecter par exemple. Vous avez des codes de conduite dans le judo dès le plus jeune âge? Oui. Pour les parents, les entraîneurs, les enfants, c'est bien codifié tout cela? Oui, on a un code avec le courage, la modestie, l'amitié, on a toute une série de valeurs comme ça qui sont vraiment propres à l'art martial en lui-même, donc qu'on retrouve vraiment dans tous les arts martiaux. C'est assez strict, autoritaire, mais tout en restant ludique dans le but de l'éducation. Ouais. Monsieur le député, on parle toujours de la responsabilité des institutions politiques.
elle va jusqu'où cette responsabilité et comment peut-elle être partagée entre un club, par exemple le Paris Saint-Germain, et la responsabilité politique, ça peut être la ville de Paris, ça peut être... Mais, si on prend l'histoire du Paris Saint-Germain, l'histoire est ancienne par rapport à certains supporters qu'on peut appeler hooligans, hein, qu'on peut appeler ultra, mélangeons pas tout, mais qu'on peut appeler comme ça. Ils avaient réglé le problème. Là, le fait est qu'on dépasse l'entendement parce que tout d'un coup arrivent des sommes qu'on n'arrive même pas à citer, plus de plusieurs milliards qui tombent comme ça. Et donc, pour être clair, le Qatar voulait des images avec la Tour Eiffel. Donc ils auraient pu les mettre en insert, ça existe en télévision dans le Parc des Princes, c'est-à-dire que c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Là, ça n'a pas été maîtrisé. Donc dans ce cadre-là, moi je pense aux autres sports. Ça n'existe pas dans le judo, ça n'existe pas dans le cyclisme, ça n'existe pas dans l'athlétisme, qui est du respect de l'adversaire. Heureusement que dans les sports de combat, et c'est normal, il y a ce respect de l'adversaire. Ça devrait être... Regardez, en rugby, il y a respect de l'adversaire. Et pourtant, aussi bien en masculin qu'en féminin... C'est un sport de contact. C'est un sport de contact, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a respect de l'adversaire. Dès qu'on passe à le stade de trop de financement, de trop de gains financiers derrière tout ça, ça se voit même malheureusement en rugby, il y a critique de l'arbitre. On ne peut pas critiquer l'arbitre, il a le droit de se tromper, c'est comme ça. Mais est-ce à dire l'une et l'autre que dans le sport de haut niveau professionnel, l'aboutissement d'un projet comme celui de Paris Saint-Germain ou d'un club de judo, ce n'est pas s'arrêter à la pratique de haut niveau, mais c'est d'aller le plus loin possible dans l'intégration sociale des familles, des supporters, de toute la communauté. Pardon. Mais je pense que ça commence vraiment dès le plus jeune âge. Donc, avant d'être professionnel, c'est des joueurs qui ont joué de façon beaucoup plus ludique. Et donc l'enseignement, il commence vraiment à partir de ce moment-là, par rapport au club, par rapport à la mentalité des gens qui sont sur le terrain et des entraîneurs, des arbitres et des parents qui sont tout autour. Moi, je pense vraiment que ça commence à partir de ce moment-là, parce que plus tard, c'est vraiment les supporters, ils vont reproduire ce qu'ils ont appris étant jeunes. Donc pour eux, c'est normal d'aller insulter l'arbitre quand ils ne sont pas d'accord avec sa décision, alors que c'est pas correct. L'arbitre, il prend une décision, il n'est pas le seul, il a des aides, il a une formation. Et il faut respecter l'arbitre et respecter l'adversaire, comme vous le disiez bien tout à l'heure. Les centres de formation ont un rôle extrêmement important. Alors, des fédérations le font très bien, je les ai déjà cités, mais je pense que là, au niveau des grands sports professionnels, les centres de formation ont été oubliés. Et donc, si vous regardez les grands clubs aujourd'hui dans la structure football, on achète des joueurs, ils ont 12 ans, ils ont 13 ans, enfin, c'est pas possible. Je crois que notre rôle en politique, et c'est le rôle de l'Union européenne et du Parlement européen, et de voir comment on maîtrise un peu plus tout ça. C'est pas facile, hein, parce qu'on est dans une économie de marché totale, là, dans ce cadre-là, qui est la même que par rapport à l'économie réelle. Mais on doit arriver à trouver des normes qui fassent que, allez, je vais dire jusqu'à 18-19 ans, non, le gamin, il n'est pas achetable. Il est dans un centre de formation, il joue dans un club, il a du respect par rapport au club, il doit rendre au club ce qui lui a été donné, et puis ça doit être en liaison avec le centre de formation et le système éducatif de l'État, quel qu'il soit, pour qu'il y ait vraiment du respect derrière tout ça, et qu'on ne soit pas uniquement dans une idée de gain, parce que sinon les gamins ils perdent la tête, et ça se voit, et on l'a vu malheureusement avec l'équipe de France, rappelez-vous pendant la Coupe du Monde, c'était honteux. Si on doit essayer de parler de ce que j'appelle la gouvernance du sport, on peut imaginer qu'elle est partagée entre les pouvoirs politiques qui vont légiférer dessus, oui, et les institutions sportives, les fédérations. Donc si on prend l'exemple du football, pour rester encore là-dessus, l'UEFA sur le racisme a lancé une campagne de respect, de lutte contre le racisme. Exact. Je pense que ça c'est un thème qui sensibilise beaucoup les pouvoirs politiques. Donc il y a nécessairement une coopération à établir entre les institutions politiques et le pouvoir sportif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je reprends l'exemple où il y a eu des supporters qui ont eu des chants racistes durant les matchs de football. Ça a été puni. Donc ça, je pense que c'est vraiment un très bel exemple et qu'il faut continuer sur cette voie-là. Donc mettre vraiment des lois par rapport à des événements pareils. Dès qu'il y a des déviances par rapport au racisme, des chants racistes, vraiment des attitudes provocantes de la part des supporters, là, il faut mettre un halte là et vraiment faire de la prévention par rapport à ça. Dans ce que j'appelle les sports nobles olympiques, dont le judo fait partie, l'escrime, etc., tous ces relents racisme ne sont pas autant manifestes. Dans le public, attention. Oui. Si on ne fait pas attention, bien sûr, dans les fédérations, absolument pas. Bien sûr que oui, il y a un contrôle, mais dans le public, il peut toujours arriver cela. Et c'est déjà arrivé à mon avis. Donc attention, le travail fait par les fédérations sportives, voire les ligues professionnelles, dont l'UEFA évidemment, avec les associations antiracistes, je pense à la LICRA notamment, est un travail essentiel.
essentiel. Et donc ça joue un rôle. Après, il y a besoin toujours d'un contrôle parce que les phénomènes de rejet, les phénomènes de racisme sont potentiellement dans le monde dans lequel on vit en crise, absolument toujours redoutables. Vous sentez des risques de dérapage dans des fédérations olympiques comme celle du judo? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, non. On est un sport très ouvert. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui est pratiqué de par le monde. On a vraiment de toutes les religions. Maintenant, c'est vrai qu'on a certains pays qui refusent que la femme fasse du sport. Par exemple. Donc c'est plus un phénomène discriminatoire par rapport à la femme que par rapport à vraiment le pays d'origine. Donc on a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas parce qu'elles doivent porter le voile et qu'en judo on ne peut pas porter le voile pour pratiquer notre sport. Oui. On l'a vu au jeu d'ailleurs. Vous l'avez vu? Oui. C'est cette femme qui ne pouvait pas participer parce que son pays lui interdisait de combattre sans le voile. Et le comité olympique international qui a fait une exception pour cette femme pour qu'elle puisse participer. De quel pays était-elle? C'était l'Iran, non? L'Iran, oui, quelque part par là. Et la Fédération internationale du judo également intervient dans ce domaine avec le comité international olympique pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes? Oui, mais ça c'était vraiment une exception pour les Jeux olympiques parce que dans les compétitions internationales c'est strictement interdit, à part pour les compétitions qui ont lieu uniquement au Moyen-Orient et qui ne sont pas internationales. Donc on va avoir un tournoi de type européen, ils ont la même chose, des tournois de type dans le Moyen-Orient et c'est que les pays de cette région-là et donc ils acceptent le port du voile pour certains tournois, mais c'est très rare. Je pensais vraiment, j'ai les images en tête, hein, je regardais ça évidemment avec passion, le judo, j'ai les images de cette pauvre athlète qui était judoka, qui était totalement perdue sur le tatami. Enfin, je veux dire, c'était grotesque. Oui, et je pensais à elle en disant c'est pas possible. Et je pensais à vous après. Moi, je pense qu'elle n'avait pas sa place sur le tatami grotesque. Parce que c'est une femme qui n'est pas passée par les sélections, donc qui a eu une invitation. Elle n'avait pas vraiment sa place. D'ailleurs, ça s'est vu qu'elle a très vite perdu dans la compétition. Mais maintenant, c'est intéressant, c'est le but des Jeux Olympiques d'inviter des pays qui ne participent pas à ce genre. Quand ça dépasse, je pensais à elle vraiment. Hein, c'était pas bien. De voir ça, c'était pas. Je suis d'accord, les Jeux Olympiques, mais à un moment donné, il y a quand même tout ce processus que vous connaissez. Je suis pas d'accord en fédération de judo, parce que vraiment, il y a la sélection. La sélection est très dure et puis on se bat. On n'est que 14 au monde entier à être sélectionnés et on apprend qu'une fille qui fait du judo loisir, parce que c'était vraiment ça. C'était pas une fille de haut niveau. Elle est sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques. Bon, très bien pour elle, mais pour tous les autres qui se sont battus, c'est quand même frustrant. C'est frustrant, et pour elle, je ne pense pas qu'elle en aura un souvenir inoubliable. Sur le thème de l'intégration, pour essayer de descendre un peu à l'échelon du sport social, on est dans une ville, Bruxelles, je prends l'exemple de Bruxelles, nous nous y trouvons aujourd'hui au Parlement européen, où 73% de la population bruxelloise est issue de l'immigration. Et il y aura 80% de cette population d'origine immigrée en 5 ans. Est-ce que vous pensez que le sport dans une ville comme Bruxelles ou dans un pays comme la Belgique ou comme la France, est-ce que le sport et comment peut servir de vecteur d'intégration sociale, monsieur le député? Moi, je pense que ça passe par l'éducation. D'abord, par l'éducation dès le plus jeune âge, comme vous l'avez dit. Après, le sport, la culture, le domaine sportif, bien évidemment. Mais ça ne suffit pas. Rappelez-vous, quand l'équipe de France gagne en 98 la Coupe du Monde, on parlait de la France black blanc beurre. Quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, des émeutes, des événements qui étaient des événements dus évidemment à cette distorsion, ces discriminations. Donc ça ne suffit pas. Mais c'est un élément d'intégration évident. En tous les cas, de citoyenneté absolument évidente quand les règles sont respectées et quand tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a derrière tout ça des éducateurs, des éducatrices qui sont là et qui disent voilà, telles sont les règles et si vous ne les respectez pas, dehors. C'est valable, regardez, un sport, la boxe amateur. Avec toutes ces dérives, mais quand même, on voit derrière tout ça, heureusement, des gens qui sont là et qui font attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dérives derrière tout ça. Est-ce que le judo est un sport modèle en matière d'intégration? Moi, je vois, donc, sur Bruxelles, il y a beaucoup de gros clubs, et dans ces clubs, effectivement, il y a une majorité d'étrangers. Et de les prendre très jeunes dans le club, ça va leur permettre... je pense que le problème d'intégration, c'est un problème de culture, différentes cultures et différentes valeurs. Et par le sport, on peut intégrer ces valeurs, intégrer vraiment une culture. Et je pense que ça permet de faciliter vraiment l'intégration. Est-ce que vous pensez qu'un club doit prolonger ou se substituer
par exemple aux défaillances de l'éducation scolaire des élèves, puisque quelque part le système éducatif, on peut dire, est sanctionné par le fait que l'intégration n'est pas réussie. Et jusqu'où un club, jusqu'où une fédération doit-elle se substituer au système éducatif de son pays ou de sa région pour remplir cette mission sociale? Donc je pense que quand un enfant il s'inscrit dans un club de sport, la plupart du temps c'est parce qu'il a envie de faire du sport. Oui. Et quand on va à l'école, c'est une obligation. Et donc, puis il y a aussi ce problème de respect par rapport aux professeurs. Souvent, les élèves, ils vont monter sur le professeur et ils vont refuser son autorité. Si au club, il refuse l'autorité de l'entraîneur, il sera mis dehors et il ne pourra plus pratiquer son loisir. Et ça, c'est pour lui, s'il fait ça à l'école, il va peut-être changer d'école, peut-être être viré. Et encore, il faut vraiment qu'il fasse des grosses erreurs. Oui. Donc c'est vraiment dans ce système-là, au niveau du club, que ça permet de recadrer les enfants. Le recadrage, vous êtes d'accord avec ça, monsieur le député? Ouais, moi je suis pour une meilleure intégration des pratiques sportives et culturelles dans le cadre des éducations nationales. C'est valable pour la France et la Belgique, ce que je dis là, pas forcément pour d'autres pays, réellement, parce qu'on a un système qui est à peu près comparable, qui est meilleure répercussion, et que donc les éducateurs et éducatrices dans les clubs sportifs, voire dans le monde de la culture, soient intégrés dans le système et ne soient pas uniquement des bénévoles. Il faut, par rapport à tout cela, du respect de la professionnalisation de ces éducateurs et éducatrices. Car sinon, on est dans un système qui est double. Des gens sont payés, des autres ne sont pas payés. Ça me paraît, évidemment, c'est difficile au niveau rigueur budgétaire, mais c'est indispensable. Ça permet vraiment d'avoir une liaison complète. Sans cette liaison complète, je ne crois pas que les fédérations, malgré toute leur bonne volonté, peuvent rattraper les déviances ou les crises dues à un monde qui est un monde extrêmement difficile. Maintenant, là où c'est bénéfique, c'est que les éducateurs dans le sport, donc comme vous l'avez dit, la plupart ils sont bénévoles, donc ils font ça avec le cœur. Et ça, quand quelqu'un est passionné et qui s'investit dans son sport et qui veut vraiment communiquer sa passion aux enfants, je pense que ça a vraiment une très grande répercussion sur lui. D'accord. Et pour un sportif de haut niveau, est-ce que vous pensez que les fédérations font bien leur travail pour accompagner les sportifs de haut niveau, les préparer à l'après-sport, à l'après-compétition? Dans votre cas, par exemple, pour votre carrière future? Donc c'est très récent, hein. Ça vient d'être mis en place, donc on a l'ADEPS qui a mis en place vraiment un système pour pouvoir préparer l'après-carrière. Donc on nous propose pendant notre carrière toutes sortes de formations en fonction de nos disponibilités et pour pouvoir préparer un projet de vie. Donc on nous interroge sur notre projet de vie, donc on a notre carrière qui va durer en général jusque 30 ans, ça dépend des sports, mais à peu près cet âge-là à peu près. Et donc à 30 ans, la vie, elle n'est pas finie. Je confirme. Donc il faut préparer sa reconversion, surtout que dans certains sports, on ne gagne pas assez que pour pouvoir en vivre par la suite. Donc Absolument. Il faut retrouver un métier, retrouver un travail et de nouveau retrouver une passion et un investissement. Charlie, merci. Pour conclure cette émission organisée par Sport et Citoyenneté, monsieur le député, l'agenda politique du Parlement européen en matière sportive, c'est la mise en place d'un programme à partir de 2014. Il était temps. Il était temps. Il était temps que l'Union européenne mette le sport aussi au centre de l'intérêt général des citoyens européens. Vous vous rendez compte, l'Europe s'est construite depuis 50 ans, on commence à peine à s'occuper de cela. Je crois que c'est essentiel. Vous avez été un des pionniers, vous êtes battu pour ça? Déjà, on est un certain nombre de pionniers. Je pense aussi à un ami député européen qui s'appelle Ivo Bellet, qui est en Belgique, qui s'occupe aussi de ça. On est quelques dizaines, heureusement, à dire que je suis pionnier. Vous savez, quand le Parlement existe depuis longtemps, je ne vais pas me mettre en avant trop, c'est pas la peine. Ça va. Vous pouvez un peu nous expliquer ce que va comporter ce programme d'intervention de la Commission européenne? Il y aura un certain nombre d'aides financières qui pourront sans doute, je l'espère, aider un certain nombre de fédérations qui en ont bien besoin. Pas le foot, pas la peine, mais les fédérations qui sont des fédérations amateurs, même si c'est d'un très haut niveau qu'on peut appeler professionnalisant au sens les fédérations restent amatrices. Voilà. On a beaucoup de bénévoles dans la fédération. Et donc dans ce cadre-là, si ça peut aider tout cela, si ça peut permettre à ce qu'il y ait dans la lutte contre le racisme, contre les discriminations, l'aide de l'Union européenne sera essentielle. Voilà. La priorité de ces axes de programme, ça sera le sport social, le sport de terrain, le sport de proximité? Quand je vois les moyens qui sont donnés aujourd'hui, je pense que ce sera un des axes, mais ça ne suffit. Les finances qui seront mises derrière ne suffiront pas à répondre à tout ce que vous venez de me dire. C'est vrai. Charline, votre prochain objectif sportif, c'est lequel? Donc, ce sera les Masters, c'est un tournoi qui regroupe les 16 meilleurs à la ranking list. Oui. Et ce sera le 25, ici à la fin du mois, et ce sera en Russie. D'accord.
on va vous encourager bien chaleureusement. Oui, vous remercier Charline et Monsieur le député d'avoir participé à cette deuxième émission de Sport et Citoyenneté, Sport Corner, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.